on a une exception sur laquelle je reviendrai, c'est que la France a maintenu, à la différence des autres pays colonisateurs, une zone historique qui s'appelle la zone franc, alors que la zone sterling disparaissait, que la zone escudo disparaissait, et que l'on passait à un autre système de monnaie de réserve internationale. Il y a la zone franc qui est une spécificité de la France. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être deux exceptions également sur lesquelles on peut revenir, qui sont l'exception monétaire et qui sont l'exception militaire. Bon, il se trouve que sur le plan monétaire, il y a le maintien de la zone franc. La zone franc elle-même a considérablement évolué. On ne peut pas avoir une vision essentialiste de la zone franc. Ça a constamment évolué historiquement. Je ne vais pas faire l'histoire de la zone franc. Mais on a aujourd'hui effectivement une zone monétaire qui regroupe 15 États africains dans la zone Afrique centrale et dans la zone Afrique de l'Ouest. Et on a des relations qui sont des relations dites budgétaires pour que n'apparaissent pas comme dépendants essentiellement de la Banque centrale européenne, mais plutôt du Trésor français, dans lequel la France est à la fois garantit la convertibilité de la monnaie, assure la gestion globalement ou participe de la gestion du compte d'opération qui est un pool de devises. Et donc on a une monnaie qui est à la fois une monnaie dont la convertibilité est assurée par la garantie du Trésor français. On a une monnaie qui a une fixité par rapport à l'euro et une monnaie donc qui dépend essentiellement de la valeur de l'euro. Derrière, il y a un enjeu majeur, mais qui est un sujet très difficile. Je parlais du non-dit ou des mémoires enfouies au départ. C'est que c'est un sujet extrêmement difficile à aborder, tant du point de vue africain, même si certains Africains ont pris position récemment par rapport à l'évolution de la zone franc, ou du point de vue français. Il fut un temps où parler de la zone franc faisait qu'on ne pouvait plus mettre les pieds au Trésor et au ministère des Finances en France parce qu'on avait abordé un sujet tabou. On a donc cette exception. Il y a des opportunités derrière la zone franc, avoir une monnaie régionale, avoir une monnaie convertible, avoir une monnaie qui assure la confiance, avoir une monnaie qui crée de la coopération monétaire entre les pays membres, qui donc théoriquement favorise l'intégration régionale. Ce n'est pas complètement négligeable. Il y a des inconvénients qu'on connaît bien, c'est une atteinte à la souveraineté monétaire, c'est une rigidité qui donne beaucoup moins de flexibilité pour répondre au choc, et puis en même temps, il est évident qu'on a de fait une surévaluation du franc CFA par rapport à un problème de compétitivité, puisque le franc CFA lui-même a été dépendant de l'euro fort pendant longtemps, même si aujourd'hui la Banque centrale européenne a une politique un peu différente par rapport à l'euro. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Il y a un enjeu majeur, évidemment, qui doit être traité, mais qui n'est pas traité, en tout cas dans un débat public, c'est est-ce qu'il est possible de rester sur des coopérations monétaires régionales, de créer des paniers de monnaie et pas simplement une fixité, un rattachement des paniers de monnaie. Est-ce qu'il est possible d'avoir une garantie de convertibilité assurée par une autorité et est-ce que ça doit se faire sur le plan régional ou est-ce qu'au contraire, le risque évidemment de la sortie de la zone franc, c'est de créer du nationalisme monétaire qui ne pose jamais problème lorsqu'on le gère, disons, au départ. Ça ne pose aucun problème que la Norvège émette sa propre monnaie. Ce qui est beaucoup plus compliqué, mais la France peut éventuellement connaître ce problème, c'est comment on quitte une zone ou une union monétaire et comment on passe à du nationalisme monétaire. Ça, l'histoire est beaucoup plus difficile à gérer. C'est pas réversible. On peut très bien gérer sa monnaie nationalement, mais quand on la gérer régionalement, c'est plus difficile à gérer nationalement parce qu'on a des risques évidemment de ce qu'on appelle la création monétaire, disons, et donc la possibilité de financer des déficits budgétaires par la monnaie. Donc on a la spécificité de la zone franc qui reste un élément important. J'ai dépassé, je m'excuse, le temps de parole. Merci. Monsieur Hugon, je vous félicite pour cette brillante introduction. Je suis monsieur Camara du Sénégal, du CDS de Dakar. J'ai juste une question. C'est sur la question donc du maintien des relations monétaires entre la France et l'Afrique, et particulièrement donc des 15 États.
Je me pose la question, est-ce que la seule garantie de la convertibilité est de l'intérêt vraiment donc de la France? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que, à mon avis, il y a une possibilité que les Africains puissent mettre donc leurs avoirs extérieurs en commun, battre une monnaie et donc faire la cotation internationale. Mais si c'est la seule la garantie de la convertibilité qui emporte l'adhésion donc et l'engagement de la France, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts derrière? Merci. Je réponds rapidement à ces deux éléments dont j'ai parlé trop rapidement. La zone franc, par définition, doit évoluer. Donc, il n'y a pas de problème de trouver une convertibilité à la monnaie africaine, le franc CFA, par d'autres mécanismes que la garantie du budget et du trésor français. La question, c'est soit vous avez une convertibilité par le marché, parce que votre monnaie fait confiance, bon, donc elle donne confiance et il n'y a pas de problème, ou alors vous pouvez avoir effectivement soit un accord éventuellement de la Banque Centrale Européenne. Beaucoup de pays ont signé des accords avec des banques extérieures. C'est une possibilité. Soit vous avez des mécanismes effectivement de coopération régionale qui jouent. C'est évidemment ce qui est souhaitable. Le gros problème, quand vous le voyez dans le détail, c'est que c'est facile à dire, mais la coopération régionale, si vous prenez, vous êtes sénégalais, vous êtes membre de l'UEMOA, vous faites partie de la CEDEAO, vous avez un projet qui évidemment est en partie de tension entre l'UEMOA et le Nigeria. Il y a évidemment un projet qui dit on va faire 2 unions monétaires et à terme on aura 2 monnaies, puis progressivement ça sera la même monnaie. Historiquement, vous n'avez jamais eu de monnaies qui se sont faites comme ça. Alors peut-être qu'ils vont inventer dans l'histoire. Les monnaies, ça se fait soit par un processus de convergence, c'est l'Union européenne, en gros, l'Union monétaire européenne, ça s'est fait par le serpent monétaire, et on fait progressivement de la convergence, soit vous avez un empire qui arrive et qui dit prenez ma monnaie. Bon. Avoir un système qui est géré par la CEDEAO et qui permet aux 2 unions monétaires, dont l'une existe et l'autre n'existe pas, de converger, c'est un projet quand même très top-down, très vu d'en haut, qui, à mon avis, aura du mal à s'appliquer. Et donc, les risques qui existent aussi, donc il faut bien simplement les peser, je ne défends pas du tout les intérêts de la France ou du Trésor, c'est de voir comment on crée effectivement une coopération régionale et on évite le nationalisme monétaire. Parce que le gros problème, c'est le seigneuriage monétaire. Quand vous êtes dans une union monétaire, vous avez des règles et que vous passez à une monnaie qui est gérée par une banque centrale qui n'est pas indépendante du pouvoir politique, vous avez quand même des risques. Alors, les grands pays comme le Nigeria le géreront peut-être parce que notamment ils ont du pétrole, etc., donc il n'y a pas de problème. Mais au sein de l'UEMOA ou au sein d'autres pays, ce n'est pas joué d'avance. Hein, et ça, je pourrais vous prendre toutes les expériences historiques, si vous voulez. Et quand vous avez une monnaie régionale, ce n'est pas pareil de dire j'ai une monnaie régionale, donc je passe à une monnaie nationale, que de dire j'ai une monnaie nationale, donc je fais de la coopération régionale. L'histoire, elle n'est pas réversible. Elle ne va pas dans le même sens. Mais évidemment, il faut une réforme de la zone franc. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Je pense qu'il y a plein de réformes possibles, mais c'est un débat africain fondamentalement. De voir, je pense qu'on peut avoir des monnaies qui sont rattachées à des paniers de monnaie. On peut avoir plus de flexibilité. On peut avoir des accords du Trésor qui se retirent, notamment de la décision des banques centrales. Il y a des réformes tout à fait possibles. C'est tout à fait possible. De penser une émergence africaine ou bien des émergences africaines dans le cadre d'une Afrique qui ne maîtrise pas sa monnaie, qui n'a pas sa monnaie. Est-ce que le discours sur l'émergence africaine est crédible tant que, par exemple, l'Afrique reste dans le cadre d'une monnaie qui est garantie par le Trésor français? En tant que spécialiste, est-ce que vous pensez que le discours reste autant... Est-ce que c'est possible? Voilà. Si vous voulez, il y a 2 possibilités pour être une puissance. Soit vous l'êtes d'un point de vue national, et vous l'êtes par ce qu'on appelle le hard power, soit vous êtes un petit pays et vous avez d'autres modes d'action
par de l'influence, par du soft power, par la culture, par la religion ou par d'autres moyens. Donc sur le plan monétaire, il n'y a pas de réponse générale. On peut être une puissance dominante en tant qu'État et nation, cas des États-Unis que vous avez cité, cas du Brésil, cas de la Chine, cas de l'Inde, etc. On peut l'être avec une monnaie. Et puis, on peut très bien avoir un autre système de puissance. Un petit pays ne peut pas être dans la même configuration. Donc, à ce moment-là, il faut savoir si le petit pays, si vous êtes le Qatar, est-ce que c'est la monnaie qatari qui est importante pour exercer votre influence? Le Qatar a 50 milliards de dollars de sommes affectées uniquement à du soft power, par le football, par la chaîne de télévision Al Jazeera, par éventuellement les organes qataris, les ONG, etc. Donc, je n'ai pas une réponse sur la question de la puissance et de la monnaie. Effectivement, une grande puissance, elle impose sa monnaie. La puissance américaine joue énormément de sa monnaie, c'est évident. Si la BNP a payé 10 milliards d'amendes, c'est parce qu'ils ont utilisé le dollar et que par le dollar, ils peuvent avoir un moyen d'action sur la BNP. Bon. Mais est-ce que c'est vrai pour tous les petits pays? Alors, si vous êtes en Afrique, il y a quand même quelques puissances africaines et les puissances africaines ont leur monnaie. Le rand est une vraie monnaie et l'Afrique du Sud est quand même la première puissance, même économique, parce que le PIB qui a été calculé pour le Nigeria, c'est un autre débat. Il faudrait revenir sur la manière dont il a été calculé et ce que ça représente. Mais quand vous regardez le travail de ACT, par exemple, un groupe qui est ghanéen, il voit bien que c'est quand même le Nigeria qui domine l'économie africaine et pas le Nigeria. Le Nigeria a aussi une monnaie, le Naira, et donc on peut avoir des monnaies nationales qui effectivement sont le fait de puissance. L'Éthiopie est une puissance aussi, et elle a sa monnaie. Le problème qui se pose, c'est pour les pays de la zone franc. Est-ce que vous pouvez, à part la Côte d'Ivoire, qui est effectivement potentiellement, c'est 40% du PIB de l'UMOA, c'est une puissance qui peut peser, mais hors de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de véritables puissances qui peuvent exister. Donc, la question qui se pose, mais c'est la même question qu'à la France, c'est est-ce que ce sont des nations qui ont une monnaie, mais qui n'est pas une monnaie forte et qui n'est pas une monnaie qui sert la puissance, ou est-ce qu'éventuellement on est membre d'une puissance régionale? Et c'est le débat des monnaies régionales. Est-ce que l'UMOA ou les pays de l'UMOA sont regroupés à 8, une puissance supérieure que chaque ayant sa propre monnaie? Donc le lien monnaie-puissance, c'est à mon avis, c'est un peu compliqué, hein, parce que tout dépend de la taille des pays. Et là, on est quand même dans des petites puissances, hein, je m'excuse de le dire, mais l'Afrique du Sud pèse parce qu'elle est membre des BRICS, qu'elle peut peser géopolitiquement, mais ce ne sont pas des grandes puissances. Bon, alors à ce moment-là, c'est la question nation et région. Donc c'est un choix, hein, on peut avoir les deux, mais je ne crois pas qu'on puisse être une grande puissance en ayant une monnaie nationale quand on est un tout petit pays, parce que la monnaie nationale, qui va en vouloir? Ce que font les pays qui ont une monnaie nationale, c'est qu'en fait, ils signent des accords bilatéraux. Ce que fait, je ne sais pas, Mugabe, par exemple, il signe un accord avec la Chine pour que le yuan soit une des monnaies qui circulent dans les relations bilatérales avec la Chine. Oui, ça, on peut jouer sur ce type de relation. Mais je ne crois pas, moi, à une monnaie nationale, en tout cas, de grande puissance africaine, sauf les 2 ou 3 puissances que j'ai citées, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie. Je ne vais pas parler des pays d'Afrique du Nord. Merci, Philippe Hugon. Donc c'est plutôt la monnaie qui vous intéressait. Merci.